Tranche de vie, une émission proposée par JF. Mwanga c'est militaire, moi pas besoin galop, soutez-moi du riz. Serza masamba, trayer mwanga sa kaprar mitsotso, la guerre peut moyer beau chercher vos soros. Yizatara, tata, tengo mwa gatre masir frenza tumpa kuva limbane, komanda kafua mena kuda kwani mutu. Chers amis de Tranche de vie, pour beaucoup d'hommes de notre pays qui ont eu 20 ans dans les années 50, il y a plus de 60 ans, l'expérience du service militaire, alors obligatoire, a été celle de la participation à la guerre d'Algérie. Ce fut une période difficile de leur jeunesse. 2 d'entre eux ont accepté de témoigner simplement de leur expérience, de dire avec leurs mots comment ils ont vécu ce moment important de leur existence et qu'ils en soient vivement remerciés. Mwanga c'est militaire, moi pas besoin galop. Lucien, est-ce que vous pouvez me dire pour nos auditeurs quel âge vous avez et quel était votre métier? J'avais 20 ans et alors je suis parti à l'armée, j'ai été incorporé à Brive, au service militaire où j'ai fait mes classes. Et puis j'ai été incorporé au mois de mars. Et au mois de juillet, je suis parti pour l'Algérie. Voilà. Et en arrivant en Algérie, j'ai pris le bateau à Port-Ventre. Et sur l'île Mansour, j'ai arrivé à Alger. Alger, je suis été muté 2-3 jours dans un DM, à côté d'Alger, à Bélimissous, où on nous a commencé à nous parler un petit peu de la vie d'Algérie. Alors, là, vous êtes parti assez rapidement en Algérie après votre incorporation. Vous avez fait vos classes en France? En France, j'ai fait 4 mois en France. Vous avez fait 4 mois en Brive, oui. Et après, je suis parti directement en Algérie. Alors, dites-moi, quand vous avez reçu la nouvelle que vous alliez partir en Algérie, c'était après vos classes? Oui, c'était après mes classes. Enfin, je m'y attendais un peu. On savait qu'il fallait partir. Mais je l'ai pris comme ça venait. Je ne me suis pas cassé sur la tête. J'ai dit les autres iront, pourquoi je n'irai pas? De toute façon, vous n'aviez pas le choix, je crois. Non, on n'avait pas le choix. Hein. Mais votre famille, comment est-ce qu'elle l'a pris? J'étais inquiet, mais après, il ne me faisait pas voir. Hein. Il le cachait un petit peu, quoi. Et moi aussi, c'était un peu dur, quoi. Mais enfin, il fallait y aller, hein. Il n'y a pas de souci. Alors, vous nous avez dit que vous aviez pris le bateau. C'était votre premier grand voyage hors de France? C'était mon premier grand voyage. J'ai pris d'El Mansour à Port-Ventre. À Port-Ventre. Voilà. Alors, parce que jusque-là, vous étiez déjà en activité. Quel était votre métier au moment? Maçon. J'étais maçon. Vous étiez maçon? J'étais maçon. Et donc, vous avez été incorporé alors que vous étiez déjà en activité. Oui. Et qu'est-ce qui vous a étonné, je veux dire, ce premier grand voyage en bateau, même s'il n'a pas été très, très, très long depuis Port-Ventre, est-ce que ça a été une expérience intéressante pour vous? Pour moi, oui, parce que d'abord, je n'avais jamais monté dans un bateau. J'ai monté dans l'El Mansour, un beau bateau d'ailleurs, la mer était tranquille. J'ai arrivé à Marseille, et comme je disais tout à l'heure, je suis allé à Bélimissous en attendant, et nous sommes repartis sur la petite Kabylie, à Bosch-Boric. Alors, j'ai été muté. Vous avez débarqué à Alger? Oui. Et puis, de là, vous êtes parti en petite Kabylie? À petite Kabylie, oui, à Bosch-Boric, au 49e pays. Alors, vous êtes resté très peu de temps à Alger? Alger, on a resté 2-3 jours, c'est tout. 2-3 jours, je ne me souviens pas exactement, mais 2-3 jours. Et en arrivant après en Kabylie, nous sommes arrivés directement au camp. Et du camp, là, on a fait nos papiers et tout ça, et on a couché sous les toiles de tente, et avec une chaleur affreuse. Alors ça, c'était une autre expérience. Oui. Vous avez découvert un nouveau pays. Oui. Quand vous êtes arrivé en Algérie, et surtout quand vous êtes arrivé en Kabylie, vous êtes allé, j'imagine, par la route. Qu'est-ce qui vous a surpris dans les paysages, dans les activités du pays? Alors, la montagne, bien sûr, parce qu'on a passé par les gorges du Palestro.
On rasait les gorges et tout. Et puis on était dans un petit train. On avait le temps de descendre à pied, aller chercher une bouteille de Orangina pour boire et remonter dans le train. C'était des gosses qui nous vendaient sur la ligne des Orangina. Ah, vous êtes allé en Kabylie par le train. Par le train, voilà. Et alors, qu'est-ce que vous a surpris? Vous êtes originaire on va dire de l'ouest de la France, pour conserver votre anonymat, Lucien. Et qu'est-ce qui vous a surpris dans les paysages de l'Algérie que vous avez découverts? Alors d'abord, comme je dis, la montagne, quand même, c'est une montagne quand même dans les gorges du Palestro, qui a plus à 1800 quelques mètres d'altitude. Et bien sûr, on voyait beaucoup de militaires qui surveillaient la ligne et tout. Bon, quand même, ça donne un petit froid. On pense à ce qui pouvait arriver, sinon, malheureusement, qui arrive à certains. Et après, on arrive à Medjana, donc, comme je disais tout à l'heure, on a couché sous les toiles de tente pendant une dizaine de jours. On était gardé une moissonneuse batteuse tout seul dans la nuit, toute la nuit. Là, j'ai trouvé le temps long. J'ai trouvé le temps long parce qu'on a eu peur. Là, il faut dire qu'on avait peur. Hein. Vous étiez chargé de surveiller un petit peu, d'assurer la sécurité des voilà, exploitations agricoles. Tout à fait. Et alors, vous disiez que sur le trajet pour aller en Kabylie, vous avez déjà remarqué des indices de l'insécurité avec des militaires qui étaient déployés pour protéger les convois. Il y avait des chars, il y avait beaucoup qui étaient placés pour en cas d'attentat, quoi. Voilà. Voilà. Et alors après, on a été à Medjana, là. Et on a couché sur la salle de tente, et puis un jour, on a voulu faire notre lessive, je me permets de dire, là. On s'est fait des copains, bien sûr. On a fait notre lessive tous ensemble. Et là, après, on a déménagé 2-3 jours après. Là. Alors là, j'étais directement en première compagnie en maison cantonnière. Alors là, je ne vous dis pas. Quand on a pris les pistes, alors ce qui m'a complètement bouleversé d'abord, c'est de voir les cultivateurs qui battaient le grain avec des mulets attachés de front en front, ils mettaient du blé autour d'un arbre. Et alors ils suivaient derrière avec des triques pour faire avancer les mulets et pour battre le grain, voilà. Alors là, et moi et les autres, on était tous stupés de voir ça. Quoi. C'était cette méthode de battage assez primitive. Mais est-ce qu'il tirait en rouleau ou bien il faisait simplement... Il était de front. Oui. Il y en avait 3 ou 4, et puis il faisait le tour de l'arbre. Ah d'accord, c'était simplement les bêtes voilà. qui dépiquaient le blé. Oui, voilà. C'est une vieille méthode, oui, bien sûr. Et autrement, quelle trace de la vie agricole vous avez vue Oh ben c'est pauvre là-bas, vous savez, à part les petits jardins qu'il y avait, mais j'ai trouvé tout ça, les fonds dans les oueds. C'était grand, peut-être 20 ou 30 mètres carrés, où les civils allaient faire un petit peu de récolte. Quand ils n'étaient pas empêchés par nous d'y aller, parce que quand ça se trouvait en zone interdite, ils étaient interdits d'aller là-bas, on les agaçait, même cruellement des moments, qu'on n'aurait pas dû, parce que nous, si ça arrivait en France comme ça, et si on faisait la même chose, je pense qu'on serait révoltés. Oui, parce que vous étiez obligé de les protéger. On était commandés. Oui. On était commandés. Alors, maintenant... vous avez dit que vous étiez un simple première classe. Ah oui, tout à fait. Et vous étiez dans quel corps? Dans l'infanterie. Vous étiez dans l'infanterie. Alors, dans l'infanterie, est-ce que vous avez été assez rapidement associé à des opérations de maintien de l'ordre, comme on disait à l'époque? Oui, j'ai arrivé au mois de juillet là-bas, le 17 juillet, je suis parti en opération jumelle. En opération jumelle, on a fait l'opération avec la Légion et les paras, et puis il y avait aussi la Légion, je viens de dire, la Légion. Et là j'ai vu 160 morts-fels abattus. Vous avez vu 160 combattants algériens, Félaga, qui ont été abattus au cours de l'opération à laquelle vous avez participé. Avec des bidons napalm. Alors c'est une opération avec un appui aérien et avec un bombardement napalm. Voilà. Et nous,
aussi, la Légion et tout ça, c'était au fusil mitrailleur et tout. Ouais. Et là, nous, bon, on a certains... Parce que nous, on travaillait avec l'ARCA. L'ARCA, c'était des Algériens qui s'étaient rendus à l'armée française, et en principe, on les faisait passer devant. Ah, oui. Ils étaient toujours noirs, et j'ai un mauvais souvenir, ça m'a quand même marqué. Félaga, qui était dans l'ouest, qui a été tué. Tombé à travers de l'eau. Bon, ça nous a quand même marqué. En arrivant, nous, on ne pensait pas voir des mosquitos. Et puis le soir, on a couché sur le piton, plus loin, bien sûr. On a été harcelés par les mitrailleuses, les faits nous alignaient. On se camouflait derrière des oliviers, on voyait les traçants qui passaient à côté de nous. Là, on réfléchit beaucoup de choses. Hein. Là, c'est votre premier contact avec le feu, et vous avez éprouvé la peur, l'angoisse du combat, quoi. Alors, en plus, il m'avait mis le poste 300, qui fait 17 kilos, et j'avais comme armement un simple petit PA et mon couchage, c'est tout. Alors, vous transportiez ces postes-là de radio qui sont très lourds, et vous aviez simplement un pistolet automatique comme arme de défense. Et le lendemain, enfin pas le lendemain, 2-3 jours après, oui, parce qu'il y en a resté 2-3 jours d'opération, on remontait l'ouest, où il y avait le mort qui a été buté, là, qui a été tué. On n'avait plus à boire, on n'avait plus rien dans nos bidons. À un endroit, l'eau coulait dans l'ouest clair, alors on s'est tous précipités pour remplir le bidon d'eau. On a peut-être fait 20 mètres à peine, parce que l'ouest fait beaucoup de tournants, mais on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Le cadavre qui était en travers de l'eau. Alors je peux vous dire, ça nous a fait des fils. Là, ça vous a coupé l'envie de boire. Oh là oui. Ah. Bon, alors ça, c'était quand même une expérience traumatisante. Et par la suite, est-ce que vous avez été à nouveau associé à d'autres opérations? Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui vous ont marqué dans ce que vous avez? On a fait beaucoup d'opérations, de jour et de nuit. On faisait beaucoup d'embuscades. Et vous savez, où on passait dans la montagne, c'était pas toujours avantageux, parce qu'on avait une petite piste de 40 cm ou 50 cm de large, et il y avait un ravin de 30 mètres de profondeur. Il fallait suivre. Alors on s'est passé bien sûr les meilleurs, les habitués, les arcas, qui connaissaient le terrain, et nous on suivait à 5-6 mètres d'intervalle, on se suivait comme ça. Alors si le premier faisait une bêtise, le deuxième la faisait, il n'y a pas de souci. Et là, ça nous guidait un peu pour marcher, parce que bien sûr c'était des fois c'était un peu clair de lune, mais d'autres fois c'était noir. Et alors on évitait même le clair de lune pour ne pas être vu, quoi, par les Félagas. Alors voilà, et puis là après, on a fait beaucoup d'embuscades, ça accroché, bref. Et là, moi, particulièrement, j'ai failli rester dans une état. Un soir, on a fait une embuscade, et puis il y a le chef de la compagnie qui me dit, bon, Nigourso, il dit, tu fais une poussée avec 5 cigares là-bas, il faut aller fouiller une état. Je dis oui, on y va. Vous pouvez dire pour les auditeurs ce que c'est qu'une mechta? Oui, alors une mechta, on appelle ça, c'est la maison des Arabes, des musulmans. Voilà. C'était une petite mechta qui était appuyée. Petite maison en terre non, elle était en pierre, oui. Mais couverte avec de la terre et des chaumes, quoi, des saloperies, quoi. Et cette maison n'était pas habitée, rien du tout, c'était tout libre. Et alors, avec les interrogations qu'il y avait eu, cette mechta était occupée souvent par les fêtes. La nuit, j'y passais la nuit souvent. Et alors, on y a été à 5 ou 6. Alors, moi, on avait un mot de passe. Alors, le mot de passe, c'était 2. Et ce numéro 2, ça voulait dire, c'était un copain qui était devant, il s'appelait 2. Et alors, on passe dans un premier village, qui s'appelait Chinel. Je ne sais pas si je le prononce bien, et puis voilà. Alors, on arrive sur le flanc de la montagne, c'était clair de lune. Et puis en distance, on marchait en distance, bien sûr. Il y avait des jeunes qui venaient d'arriver de France, 3 ou 4 qui venaient d'arriver de France, là, qui nous suivaient aussi, des soldats. Ils étaient juste arrivés, quoi. Et puis, je me rends compte, mon copain s'en allait devant, avec un PM, et moi aussi, j'étais en deuxième position avec un PM. Et puis, je me rends compte que lui, il n'avait pas vu. Ça faisait une petite ombre, et j'ai entrevu la porte de la mechta qui était entrouverte.
J'ai dit, ça c'est mouillé. Mais lui, il était déjà avancé, disons qu'il était peut-être à 20 mètres de la Mechta. Puis j'ai pas eu, je lui ai fait comment, je lui ai fait signe de s'arrêter, de ne pas bouger. Et puis, au même moment, il a été mitraillé. Il se foutait, heureusement, je le croyais mort, il n'était pas mort, il s'est foutu à terre. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, on est tous foutus, quoi. Alors, je me suis précipité sur la porte de la Mechta. J'ai envoyé un coup de pied dans la porte de la Mechta, j'ai balancé le chargeur de PM. Je les entendais grimper dans les murs où il y avait une petite fenêtre qui sortait sur le piton de l'autre côté. Alors, au même moment, j'avais balancé un chargeur, puis au bon moment, j'entends un bouche en rumeur de grenade. Ils m'ont balancé une grenade. Alors là, j'ai réagi, moi, assez vite. Je me suis foutu à terre. La grenade avait coupé mes rangères derrière au niveau des fuites, les éclats. Et moi, je m'étais, enfin, ça, je ne sais pas si c'était la grenade qui avait fait ça, si c'était un tombant, j'étais coché là. Je me suis précipité à terre. Et puis, je n'entendais plus rien. Alors là, j'ai dit, comment faire? J'ai dit, ils m'entendent, ils vont m'avoir. Alors, ce que j'ai fait, sans faire de bruit, j'ai repris le chargeur, puisque mon chargeur était vide. D'ailleurs, j'avais perdu mon premier chargeur, il était tombé, je ne pouvais pas le trouver. J'ai remis le deuxième chargeur qui était plein de balles. Je me suis levé, je sors dehors, je ne voyais rien. Donc j'ai dit, c'est bien mourir. Puis alors, le poste radio a eu peur, il était parti. Ah. Il était parti. Et il y avait même les nouveaux qui venaient d'arriver de France, ils ont eu peur, les pauvres. Ils étaient partis, ils n'étaient pas habitués, ils étaient partis. Alors je me suis avancé, j'ai pu quand même retrouver la radio. Alors le capitaine n'était plus loin en opération, il fallait monter notre barrage plus loin. Il n'arrêtait pas d'appeler pour demander ce qui se passait. Alors quand j'ai pu prendre le P8, j'ai expliqué, j'ai dit, ça y est, on vient de se harceler. J'ai dit, je pense qu'on en mort. On en mort. Mais j'ai dit, moi je viens de me faire harceler aussi, mais pour le moment j'ai pas de mal, je pense pas. Mais j'ai dit, tout le monde est parti, je ne peux plus retrouver les gars. Et alors c'est là que tout d'un coup, je voyais des gars qui filaient dans le village, oui, ils filaient dans le village. Alors je ne savais pas si c'était de notre côté ou si c'était du leur. Alors j'ai commencé à appeler d'eux, et automatiquement, ben, ils sont venus. On s'est retrouvés, Et alors le copain n'était pas mort, mais le copain a bien fait, il s'est foutu à terre, et il n'a pas été touché de rien du tout. Donc il n'y avait pas eu, il y a eu beaucoup d'émotions, mais pas de victimes. Voilà, alors on y est revenu le lendemain, bien sûr. Mais alors là, tout ça, ça se passait la nuit. Ah, la nuit, oui, c'était une heure peut-être de la nuit. Dans l'obscurité totale. Ah, oui. Moi, c'est clair de lune, un peu. Alors on est venu voir le lendemain, voir exactement si on voyait quelque chose. On a retrouvé des marques comme un peu de sang sur les murs. Oui, il y avait des marques, des traces. Bon. Et puis mon chargeur, j'ai retrouvé mon chargeur. Et puis voilà, ça c'est assez longtemps. Enfin, c'est quand même des souvenirs quand même qui vous restent, ça. Hein. Ouais. Bon. Une autre fois aussi. Et vous m'avez parlé aussi d'une fois où vous avez rencontré de près, vous avez été amené à faire la conversation avec un chef de vos adversaires. Ah oui, on avait attrapé dans l'ouest de Madjar. Il y avait eu une patrouille et des gars de Téniette s'étaient fait attaquer. D'ailleurs, il y a eu des morts de notre côté. Et puis on a eu un avertissement par transmission. Je me rappelle toujours, c'était midi ou quelque chose près, on était en train de manger, on avait un petit beefsteak de servi dans l'assiette. Évidemment, sur le coup, les télégrammes et tout le bazar, on a tout laissé en plan, les hélicoptères arrivaient, bananes et tout, ils nous ont déportés directement dans l'ouest de Madjar. Ah oui, là c'était quand même, c'était quand même chaud. À l'avance, puisque bon, les faits se déplaçaient dans l'ouest de Madjar. On n'a pas été arrivé là-bas, on montait le PC, tout ça. Et puis nous, le capitaine était plus haut, et puis nous, on était un peu plus bas, cachés derrière des saloperies, quoi. Puis tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit dans l'ouest d'arriver? 3 personnes. 2 hommes, dont un militaire, habillé en kaki, et une femme. Alors on l'a dit au capitaine. Le capitaine dit, ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. Laissez approcher, parce que c'était loin dans l'ouest, dans le loin. Et alors, automatiquement,
il s'approchait toujours. Alors quand ça a été arrivé à peut-être à 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres, je ne sais pas exactement, quand on est arrivé, alors on a averti le capitaine dit allez, allez-y, armez bien, allez-y, mais ne tirez pas, essayez de récupérer comme ça. On l'a appelé, zéro. Alors il a commencé à nous envoyer des rafales, pas de PM, mais c'est comme un PM, l'arme automatique. Et puis, pas moyen, nous aussi, bien sûr, on l'allumait, derrière les rochers et tout. Et puis tout d'un coup, on a eu de la chance, c'était une Beretta qu'il avait, ça me bien. La Beretta s'est enrayée, il y a eu une balle qui s'est tournée dans la chambre, en travers, il n'a pas pu tirer sur nous. Nous, on a profité de l'occasion. Et les deux autres étaient partis. Il y a un civil, donc, qui est venu. Il a dit, méfiez-vous de l'armée. Bon, on l'a récupéré, on l'a gardé en attendant, enfin, ils l'ont gardé. Il était à 4 ou 5 qui couraient derrière le Sidi Abel Kassem. Et puis alors la femme, il la tenait à côté de lui de façon que de plutôt se faire tuer la femme que lui. Ah oui. Voilà. Et alors là, on a, bien sûr, on s'est expliqué, on m'a demandé qui il était. On le fouille. On a trouvé 700 000 en billets algériens dans sa poche de treillis. Et des papiers de renseignement qui nous ont permis après de fouiller les grottes. 700 000 francs algériens Oui, algériens, oui. Et il y avait 700 000, il avait du parfum. Moi, j'ai dit le parfum, je me le prends. Et puis on rigolait comme ça. Il y avait des lames gilettes, tout ça, et puis des papiers de renseignement. Alors, on le prend, on l'amène au capitaine. Bon, il s'annonce, je suis ici, le capitaine, lui envoie un coup de canne dans le creux de l'estomac, je me rappelle. Bon, nous, on n'avait pas touché, oh là là. Et puis, on l'attache, et puis on l'emmène, et puis on débouche. On dit l'autre, on débouche. C'était peut-être 1 ou 2 ans après. Et puis, bien sûr, on l'a attaché dans un blocos, à Maison Cantonnière, où j'étais. Et moi, je me suis trouvé de prendre la garde de 10h à minuit, mais ça, je ne me souviens plus exactement là. De 10h à minuit, on a discuté toutes les 2 heures de garde. Il parlait français, il a été prisonnier, il connaissait de la besogne. Et alors, il nous a donné beaucoup d'enseignements. Et alors, après, on l'a regardé, et alors, quand on allait fouiller les grottes, on le descendait le premier. Des fois, il faisait rendre les films, quoi. Ah ouais. Vous l'utilisiez pour aller explorer en avant les grottes. Tout à fait. Et là, il n'a pas eu de chance. Une fois, il est rentré, puis il a ressorti mémoire. Voilà. Il a été tué par ses compagnons, par d'autres qui étaient réfugiés dans les grottes. Voilà. Dites-moi une chose, les gens qui étaient avec vous, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer des appelés ou des rappelés qui étaient de la région dont vous êtes originaire? Non, pas du tout. J'ai juste trouvé un, je vous disais tout à l'heure, à Chabanel. C'est tout. Et on ne se connaissait même pas, mais on s'est connus comme ça, quoi. Voilà. Mais autrement, vous avez, au sujet des relations que vous aviez avec vos amis, vous avez des bonnes relations, et les relations que vous aviez avec les officiers, les gradés étaient bonnes? Tout à fait. On avait, en tant que soldat, j'avais beaucoup des jeunes qui venaient du côté de Marseille, du côté dans le bois, dans le sud de la France, quoi, vous voyez. Sur Paris, pas tellement. Il y avait 2 Bretons, qui n'étaient pas trop faciles, entre parenthèses. Et puis, on était en très bonne camaraderie et tout. Vous avez côtoyé des gens qui venaient de tous les coins de France? Quand je partais en opération, moi et les autres, il y en avait qui étaient employés au Rockmest, les autres au foyer. Alors, quand j'arrivais le soir, enfin dans la nuit, 2 ou 3 jours après, je ne vais pas m'inciter, mon courrier était tourné, mon lit était fait, parce que quand on partait dans la nuit à 2-3 heures du matin, on ne faisait pas le lit. Et mon lit était fait, c'était tout arrangé, impeccable. Ah oui. Et puis, on était bons camarades, très bons camarades. Ouais. Votre séjour a duré combien de temps alors? 2 ans. 2 ans pleins. Et vous avez eu des permissions pendant que vous étiez là-bas? Oui. Mais vous n'êtes jamais revenu en France? Ah si. Si, vous êtes revenu? J'ai eu une permission de 21 jours
Et je me suis trouvé d'être arrivé là au moment des grèves de train. J'ai pris une journée de plus. Alors, je n'ai pas fait rien pour éviter. Hein. Et alors là, je suis revenu à Marseille. Et quand j'ai arrivé à Marseille, mon bateau était parti, mais je n'étais pas le seul. Il y en avait beaucoup, comme on était peut-être une cinquantaine, puis comme ça. Et puis on dit, il faut se faire les corvées, là-bas, tout le bazar, bon, ça ne venait pas beaucoup. Là. Et puis après, je suis reparti dans mon corps. Et quand je suis arrivé à Medjana, j'ai encore attendu peut-être 5-6 jours qu'on voit bien pour me remonter à la maison cantonnière. Et puis quand j'arrive dans la piole, là-bas où on couchait, le capitaine me fait appeler. Et alors le capitaine me fait appeler, il n'est pas content. Bon, il dit, vous êtes quand même arrivé? Ben, j'ai dit, oui, mon capitaine. Qu'est-ce que vous arrivez? Ben, j'ai dit, il y avait grève. Et vous n'êtes pas débrouillé du tout pour pouvoir venir. J'ai dit, écoutez, mon capitaine, je vais vous dire la vérité. Puis, parce que je lui apportais souvent son pactage et tout, je ne me gênais pas avec lui. Je vais vous dire la vérité, mon capitaine. Il y avait grève, j'ai pris une journée de plus, et si j'avais cru, j'en aurais pris davantage. Il me dit, faites demi-tour les téléougles. Ils sont des télés comme ça. Très bien. Très bien. C'est quand même des gens compréhensifs à qui vous aviez affaire. Alors, ça c'est le bon côté des choses. Malgré tout, j'imagine que quand on vous a annoncé que c'était terminé et que vous alliez rentrer chez vous, oui, vous étiez plutôt content. Oui. Alors là, on nous a annoncé, on l'a su jusqu'au 2 jours avant, c'est tout. Et là, j'avais changé. J'ai été muté à Taourit. Taourit, c'était un petit poste, qui faisait toujours partie de la même compagnie, mais c'était un petit poste où on était 4-5 Européens, et tout le reste, c'était des Alcas. Et ça, toujours en Kabylie? Toujours en Kabylie, ah oui, c'était à 30 km d'où on était, peut-être avant, de maison cantonnière. Et là, on a mis failli se faire tuer, par contre. Là, l'Alca s'est tourné du côté des Fels. Ah bon? Ils ont pris le parti, ils ont rejoint les faits de la guerre. Et alors, dans la journée, on était en opération, on a chopé un fait, un CI, quoi, pour bien savoir. Et puis ce gars parlait. Il a dit, l'année prochaine, vous allez être attaqué à Taourit au poste. Alors là, enfin, ils n'ont pas dit à nous directement, ils l'ont dit aux autorités. Les autorités ont calculé. Alors d'habitude, on couchait notre PM à côté de nous, mais sans être enchaîné de rien du tout. Hein. Et puis le soir, le lieutenant, c'était le lieutenant qui était là, le lieutenant vient et dit, bon, ce soir, il faut les gardes. Et puis on avait remarqué que la liste de gardes n'était pas comme d'habitude. On avait 4 heures de garde au lieu de 2, et il n'y avait presque pas de musulmans qui montaient la garde. Mm-hmm. Et alors, le lieutenant n'a rien dit. Et puis il dit, bon, on était en pleine nuit, on se risquait le plus, quoi. Il dit, alors là, moi, je ne m'en peux plus de jeu, j'ai monté 4 heures en 2 fois. Et puis tout d'un coup, quand je suis arrivé dans le blocos, là, où je montais la garde, le lieutenant, 2 gallons, il dit, ne tire pas à gauche. Alors, je n'avais pas tiré. Et puis il me dit, voilà, on ne vous a pas averti, mais on va être attaqué. On va être attaqué par les Fels. L'Alca vient de foutre le camp avec les Fels. Alors on parlait que oui, on n'était plus que des Européens. Et alors là, il y a une autre compagnie où j'étais avant, Maison Cantonnière, qui était avertie, bien sûr. Alors eux, ils ont remplacé les Fels. Au lieu de venir, que ce soit les Fels qui attaquent le poste, c'est eux tout d'un coup qui sont arrivés dans les barbelés, où le lieutenant dit ne tirez pas, c'est les confrères qui arrivent. Voilà. À ce moment-là, on n'a pas dit pas c'est pris. Alors, il y a eu un Alca qui ne s'était pas tourné du côté des Fels, et cet Alca, il a été égorgé les 15 jours suivants. Voilà. Ah, on a vu. Quand vous êtes rentré, est-ce que vous avez eu du mal à vous réadapter à la vie civile? Oui. En arrivant, j'étais toujours en train de regarder derrière moi. J'étais pas tranquille. Vous aviez des troubles du sommeil, vous dormiez mal, je dormais mal, puis fatigué. Et puis alors, j'étais pas tranquille du tout. Mais je n'en ai pas duré tellement longtemps. Moi, j'avais une permission libérale, bien sûr. Alors, je ne pouvais pas embaucher du tout, je restais chez nous, quoi.
Alors j'ai dit à la ferme de mon père, et lui aider ce que je pouvais. Mais j'étais pas tranquille. J'étais pas tranquille. Et puis après, on s'en est revenu tranquillement. Voilà. Tranquillement. Vous avez repris votre activité Ah oui, oui. professionnelle? Ah, j'ai repris au bout de la transmission libérale, j'ai repris mon patron, j'ai repris mon boulot. Et puis, voilà. Votre activité, vous pouvez nous rappeler ce que c'était, s'il vous plaît? Maçon. Vous étiez maçon, vous travailliez à ce moment-là dans une entreprise de maçonnerie. Voilà, et même en Algérie, j'ai travaillé dans mon métier. Ah bon? Ah oui. Et pour construire des fortifications, J'avais monté Metz. J'avais monté Metz où j'avais des civils qui m'avaient été mis en charge, qui donnaient des punitions qu'ils avaient. Et alors, parce que là-bas, c'est des très bons maçons. Et ils maçonnent sans ciment, sans rien. C'est à la terre, avec les mains, sans étoile, sans rien du tout. Alors là, j'ai commencé à maçonner avec mes mains, sans étoile, sans rien. Et je peux vous dire, ils travaillaient bien. Et alors là, même les plâtres, parce que là-bas, ils faisaient des plâtres tout seuls. Parce que là-bas, on trouve de la terre qui est peu comme de la chaux, qu'on ébouille et qu'on casse. Et puis on le mélange avec l'eau, bien sûr, et on les tape comme du plâtre. Il est un peu plus grossi que le plâtre, oui. Mais c'est très beau. On a fait un mess comme ça. Pour l'intérieur, voilà, pour faire l'intérieur, d'accord. Voilà, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Oui, c'est une espèce de pisé, quoi. C'est une espèce comme un chou-vivant. Oui, oui. Maintenant, Lucien, je voudrais vous demander, je vois que j'ai vu, on a entendu que vos souvenirs étaient très vifs, très précis. Qu'est-ce qui vous reste de cette expérience? J'ai oublié. Est-ce que si vous étiez jeune, si vous aviez à nouveau 20 ans, vous la referiez volontiers, ou bien est-ce que ce que vous avez vu, ce que vous avez éprouvé, vous vous en dissuaderez? Ça ne ferait pas peur de le dire. Non, parce que j'ai eu peur un peu au départ, comme tout le monde, hein, mais après non, je n'ai pas peur. Non. En principe, j'étais toujours en tête de la voltige pour directement les plombiers. Alors, non. Donc là, la guerre, ça vous a pas quand même si, ça m'a marqué bouleversé à ce point? Ça m'a marqué beaucoup aussi, c'est quand il y a eu 6 copains de tués. 6 copains de tués, que j'ai été remplacé après, quand j'étais mutuel Saoulite, là. Ils étaient on appelait ça en shoot, sur un piton. Ils avaient un chien jaune, un beau chien d'ailleurs. Puis ils surveillaient sur le terrain ce qui se passait, s'ils voyaient du niveau. Bon, ils ont rien vu toute la journée, puis quand ils rentrent le soir, ils venaient tous on ne sait pas ça, s'ils venaient tous en groupe, ou alors ils étaient certainement en distance, mais les faits les attendaient. Et alors ils en ont tué 6, et blessé un 7e. Alors nous on était un peu plus loin, mais Jean-Antonien, on a été avertis, bien sûr, on y a été, alors les uns en protection, et les autres en camion, et puis malheureusement charger les morts. Alors là, des gars qu'on avait fait nos classes ensemble à Brive, et puis qu'on se retrouvait là-bas, des copains. Ah oui, vous aviez des gens avec qui vous aviez fait vos classes en France avant de partir. Donc c'est des gens qui étaient là-bas depuis aussi longtemps que vous. Ah oui, alors là, il y avait un sergent qui sortait de Bordeaux, bon, le croyait mort. Alors ils avaient piqué leurs armes, bien sûr, ils les avaient égorgés partout, voilà. Et alors, Et alors celui-là, un copain là, qui était sergent, il était dans la région de Bordeaux. Quand on a voulu le mettre dans le GMC, il s'est plaint. Alors là, il était pourtant vous pensiez qu'il était mort et il n'était pas mort. On pensait qu'il était mort, oui, sûr. Alors là, on a vite par la poste, on a vite prévenu l'hélicoptère. L'hélicoptère est venu le chercher. Il l'a emmené à Sétif. Et puis après, il parlait qu'il s'en est échappé. Mais on n'aura jamais su depuis les nouvelles. Voilà. Est-ce que, alors maintenant c'est une question vraiment personnelle, un peu délicate, est-ce que quelquefois vous êtes demandé pourquoi vous étiez là-bas? Eh bien non, parce qu'à l'époque on y allait tous, il n'y avait pas de l'émission, il fallait que tout le monde y aille. Et puis bon, on ne cherchait pas tellement à comprendre, hein, je vous dis carrément. Mais je vais quand même dire maintenant, c'est malheureux qu'on ait passé 7 ans là-bas, faire tuer des copains, pour tout perdre. Et ça a dépensé de l'argent. Et que voilà maintenant, c'est eux qui vont commander bientôt chez nous.
chiffre, je ne sais pas quand même, peut-être pas. Enfin, c'est à voir. Mais en tout cas, depuis que vous êtes rentré, après votre retour, est-ce que vous avez eu l'occasion de côtoyer à nouveau des gens, soit qui avaient été, comme vous, combattants en Algérie, soit des rapatriés, ce qu'on appelait les rapatriés, soit même des Algériens? Non, les Algériens, je ne peux pas les voir. Non, vous n'avez pas rencontré. Mais des gens qui étaient à peu près en même temps que vous en avez Oui, vu? on en a parlé, mais oui, on en a pensé la chose. Oui. Parce qu'on a tous vécu la même chose, à quelque chose près. Ouais. On raconter des choses comme ça, non. Oui, bon, là, le père Donc, c'est quelque chose que vous gardez en vous, et puis je tourne la page, voilà. je tourne la page, Oui. je tourne la page, j'oublie, puis il faut oublier d'ailleurs, c'est du passé, puis c'est tout. Voilà. Merci beaucoup de ce témoignage. Et puis, bien écoutez, puisque vous dites que vous oubliez, moi je vous souhaite d'avoir une retraite heureuse en oubliant ces mauvais moments. Ah oui, il faut oublier d'ailleurs. Il faut pas se rendre malade, il faut vivre la vie qu'on doit vivre, quoi. Et puis c'est tout. Hein. Voilà. Ah non, ça n'a pas été de bateau. Hein. Merci Lucien. Moi c'est militaire, moi pas besoin de galop, soutez-moi du riz. Serza masamba trayer mwanga saka prar mitsotso la guerre peut moyer beau chercher vos soro Yizatra tata tenga mwa gatre masir frenza tumpa kubalimbane komanda ka fwa mena kuda kwani mutu